Nous recevons ce jour son Excellence Monsieur Liwat. Il est ministre des Eaux, de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Monsieur le ministre, un portefeuille assez vaste. Alors, comment est-ce qu'on résume les actions dans votre ministère? Au Gabon, on dit ministère des Eaux et Forêts. Parce que le titre est très long. On travaille beaucoup sur la forêt, parce que la forêt, c'est le volet économique de notre ministère, le volet économique le plus important. C'est aussi, je dirais, le volet économique de l'avenir pour le Gabon. Nous sommes un pays pétrolier, 60% de notre économie, c'est le pétrole, mais à cause des changements climatiques, parce que les pays développés ont rempli l'atmosphère avec du CO2, maintenant, ces mêmes pays développés ne vont plus acheter notre pétrole. Dans 5, 10, 15 ans, ils vont commencer à refuser d'acheter notre pétrole parce qu'eux-mêmes, ils ont fait la transition énergétique. Donc nous, on doit trouver déjà l'alternative, on doit diversifier. Et c'est la forêt. Si, au lieu d'exploiter les grumes, on transforme notre forêt en meubles, en portes, en fenêtres, en parquets, en produits finis, on peut créer 20 fois plus d'emplois que quand on exploite simplement la forêt et qu'on exporte les grumes. Donc on peut passer de 30 000 emplois à 300 000 emplois. On peut passer d'une économie de 1 milliard d'euros par an à 10 milliards d'euros par an et on peut commencer à remplacer le pétrole dans l'économie. Et nos études montrent que si on fait une exploitation sélective, 2 arbres par hectare tous les 25 ans, comme on fait au Gabon, mais dans beaucoup de pays du bassin du Congo, notre exploitation forestière est positive en carbone. On augmente le stock de carbone dans la forêt exploitée, et donc on peut préserver la forêt en exploitant la forêt durablement. Donc ça, c'est peut-être la partie de mon travail le plus important. Après, bien sûr, on gère les parcs, donc on vise l'écotourisme. Il y a des pays comme le Costa Rica qui ont développé une industrie d'écotourisme, même le Rwanda. L'année dernière, malgré le Covid, ils ont eu presque 500 millions de dollars de revenus touristiques sur la base de 300 gorilles de montagne. Au Gabon, on a 30 000 gorilles. Donc, on peut suivre l'exemple du Rwanda et on peut, plutôt que de faire la concurrence, on peut dire aux touristes qui ont vu le gorille de montagne, si vous avez aimé ça, venez voir nos gorilles dans la forêt tropicale. Et en même temps, vous pouvez voir nos éléphants qui marchent sur la plage. Vous pouvez voir nos tortues marines, vous pouvez voir nos chutes. Donc on ne va pas, disons, on va pas concurrencier le Rwanda parce que nos produits sont complémentaires, mais à la limite, on a le potentiel d'absorber plus de touristes que le Rwanda. C'est une deuxième industrie de l'avenir qui va nous aider à faire cette transition d'une économie pétrolière vers une économie verte, durable. On gère également des problèmes. Mon plus grand problème, c'est, sauf changement climatique, qui est un problème à long terme, le plus grand problème immédiat, c'est le conflit homme-faune, conflit homme-éléphant. Cette année, on a déjà perdu 5 ou 6 Gabonais aux éléphants, tués par les éléphants. Les éléphants sortent de la forêt parce qu'ils sont poussés par les braconniers qui les chassent pour leur ivoire. Donc on doit lutter contre le braconnage pour sécuriser la forêt pour que les éléphants puissent repartir chez eux. Mais dans la forêt, à cause du changement climatique, il y a moins de fruits. Les arbres commencent à sentir l'augmentation de température du changement climatique. Ils commencent à devenir un peu malades. Et la première réaction, c'est de réduire la production des fruits. Donc même les fruits qu'on mange, au Gabon, on mange un arbre qui s'appelle l'odica, la mangue sauvage.
Hein, on fait une sauce chocolat avec les graines, mais l'Odica ne produit aujourd'hui que 20% de ce que l'Odica produisait il y a 40 ans. On a des données scientifiques à la Lopé où mes équipes suivent tous les mois, 1000 arbres de 60 espèces différentes. Et on a prouvé qu'on a perdu 80% de la productivité de la forêt. Donc les éléphants ont 80% de moins de nourriture et avec 60 000 photos des éléphants faites sur une période de 30 ans, on a démontré que les éléphants sont beaucoup plus maigres aujourd'hui. On voit les côtes, on voit les dos. On a publié cette étude dans le journal scientifique Science, qui est, avec Nature, un des 2 plus grands journaux scientifiques au monde. C'est sorti le mois dernier dans National Geographic, ils ont repris l'article. Et donc, les éléphants qui ont faim sortent de la forêt pour dévaster les plantations et ça provoque ce conflit. Donc ça, c'est les changements climatiques qui changent la forêt et qui produisent ce conflit entre hommes et éléphants, encore une raison de lutter contre les changements climatiques. Hein. En plus, notre méthode de l'agriculture en Afrique centrale, la culture sur brûlé, hein, c'est une agriculture, une méthode qui a commencé il y a 2500 ans, donc 500 avant Jésus. Ça n'a pas beaucoup évolué entre-temps. On a besoin de moderniser notre agriculture, le rendre beaucoup plus productive et ça va le rendre beaucoup plus facile à défendre, à créer des barrières électriques qui vont protéger. Donc, et ensuite, la mer, hein, ministre de la mer est devenue notre poubelle. Il y a bientôt plus de plastique dans la mer que poissons. À cause du changement climatique, la mer devient acide. La mer chauffe. Ça change la biologie, ça réduit la productivité en poissons. Donc on doit lutter contre toutes ces pressions et en même temps lutter contre la pêche illicite. Et créer un système de bonne gestion de notre espace maritime qui représente 45% du Gabon. Si on crée des aires protégées, si on gère bien la pêche, on augmente la productivité. Si on laisse les bandits venir voler le poisson, détruire les écosystèmes maritimes, la productivité chute. Et souvent, maintenant, quand on arrête les bateaux illégaux de pêche qui viennent du Cameroun, qui viennent du Congo, hein, les capitaines du bateau nous disent on est obligé de venir au Gabon, il n'y a plus de poissons au Congo, il n'y a plus de poissons au Cameroun, il n'y a plus de poissons en Afrique de l'Ouest. On est obligé de venir voler votre poisson au Gabon. Donc, comme vous dites, j'ai un portefeuille assez large, très intéressant, passionnant, très important pour l'avenir du Gabon et même pour notre planète. Et j'ai une équipe autour de moi qui bosse nuit et jour et nuit, pour essayer de faire tout ça. Monsieur le ministre, justement, également dans votre portefeuille, l'AGEOS. Cet observatoire que le Gabon a lancé il y a déjà bientôt quelques années. Alors, quels sont les services aujourd'hui là qu'elle a pu réaliser et comment est-ce que sur le plan régional, vous partagez justement cet acquis-là? L'AGEOS, c'est notre agence d'observation de la Terre. Je suis membre fondateur, si vous voulez, d'AGEOS. J'ai un bureau à AGEOS, mais je ne suis pas le ministre d'AGEOS. Hein, c'est le ministre de l'économie numérique qui a la tutelle d'AGEOS. Moi, je suis le plus grand utilisateur d'AGEOS pour le suivi de la forêt, pour le suivi de la pollution en mer, pour le suivi des bateaux illégaux de pêche, pour le suivi de l'exploitation illicite de l'or. Donc AGEOS a une capacité de capter des images pour toute la zone forestière de l'Afrique, depuis le Sierra Leone jusqu'au Burundi. De l'Afrique? Donc toute l'Afrique centrale, si vous voulez, tout le bassin de Congo, depuis le Sierra Leone jusqu'au Burundi, Rwanda.
Donc, ils font des analyses pour nous, le suivi annuel de la déforestation, des alertes pour la déforestation. J'ai reçu une alerte il y a 3 jours d'une probablement une mine d'or illicite dans le sud-est du Gabon. On est en train de monter une mission pour aller voir ce qui se passe là-bas et stopper les dégâts. Ils font également le suivi de tout ce qui est occupation du sol dans les villes. Agios et le Conseil climat m'aident tous les jours dans le plan d'affectation de terre. Et on a déjà quelques collaborations, par exemple avec le Rwanda. Il y a un partenariat entre Agios et le Rwanda pour les aider à cartographier tout le cadastre et de formaliser l'affectation de terre au Rwanda. On envoie des images cadeaux à tous les pays qui sont demandeurs et on a souvent des partenaires, des techniciens d'autres pays qui sont là en formation. Donc on a une équipe dynamique à Agios qui capte les images, mais après qui interprète les images et qui forme les gens également pour interpréter. Donc ça a été un investissement génial, motivé par le chef de l'État, qu'on a mis à Hancock, la zone économique spéciale, une autre idée géniale du président de la République. Donc, d'une certaine façon, je suis le ministre des eaux et forêts le plus heureux au monde parce que le président a déjà fait la moitié du travail pour moi. Monsieur le ministre, justement, le président avait pris une mesure pour l'exploitation, la transformation locale de bois du grume avant l'exploitation. Quel bilan est-ce que le Gabon en fait aujourd'hui de cette expérience? Est-ce qu'il réussit ou c'est un modèle qu'il faudrait revoir? Le président de la République a analysé l'économie forestière. Il a compris très vite que quand on exporte une grume, disons le premier grume qui a quitté le Gabon en 1889 est parti à Hambourg, en Allemagne. Donc, quand on envoie un grume en Allemagne, si on regarde la chaîne de valeur, Gabon va capter 8% de la valeur. Et Hambourg, l'Allemagne, va capter 92% de la valeur dans la transformation. Donc c'est 1 euro pour le Gabon, 9 pour l'Allemagne. Un emploi pour le Gabon, 9 pour l'Allemagne. Depuis les mesures d'interdiction, dans la zone spéciale Hancock, on a 84 industries de transformation du bois qui sont installées. On a un investissement de 2 milliards de dollars américains. On a plus que 20 000 emplois qui ont été créés. Et si on regarde l'économie forestière, on a multiplié notre économie forestière fois 4. L'année dernière, on a dépassé pour la première fois 1 milliard d'euros d'économie forestière. Et on a multiplié le nombre d'emplois fois 3. Donc, la mesure d'interdiction, 3 fois les emplois, 4 fois l'économie forestière. Et on pense maintenant, avec nos calculs, qu'on peut ajouter sur les prochains 10 ans un zéro. Ajouter un zéro. Donc, de passer de 30 000 emplois à 300 000 emplois, passer de 1 milliard d'euros à 10 milliards d'euros. Donc, je dirais que cette décision, considérée par beaucoup, un peu la folie à l'époque, était plutôt presque un coup de magie et c'est sur la base de maintenant cette tissu économique que moi je peux construire une économie forestière durable qui va protéger la forêt du Gabon, qui envoie la pluie au Niger et au Nigeria, et donc on a un modèle économique qui va protéger la forêt. Vous avez parlé tout à l'heure du conflit homme-faune. Alors, je reviens dans le domaine de la conservation. Alors, comment est-ce que se transportent les parcs au niveau du Gabon? Le modèle de gouvernance a-t-il forcément permis d'améliorer avec l'aide des partenaires aussi
substantiellement la lutte contre le braconnage ou l'aménagement des parcs. Et également, est-ce qu'elle permet justement à atteindre votre objectif, votre vision de promotion de l'écotourisme? Nous avons créé une agence nationale des parcs nationaux, donc une agence parapublique avec une autonomie de gestion. Ils ont 800 employés à peu près au Gabon. Ils sont des vrais guerriers de la forêt, donc qui font des missions d'1, 2, 3 mois en forêt, qui combattent avec les braconniers. On a certains des braconniers et certains des orpailleurs qui tirent à vue sur nos équipes. Donc ils sont venus les véritables, disons, conservateurs mais paramilitaires, les guerriers de la forêt. Dans les zones surtout frontalières, on doit combattre le braconnage. C'est difficile à développer du tourisme dans une zone où Boko Haram envoie des braconniers pour massacrer les éléphants. On a même dans les pays voisins, au Cameroun, on a vu des touristes qui ont été pris en otage par les braconniers, les terroristes. Donc, dans les parcs plus stables, les parcs à l'intérieur du Gabon, les actions de la MPN sur les derniers 10 ans font que, par exemple, à Pongara, en face de Libreville, il y a 10 ans, on ne voyait pas d'éléphants. Aujourd'hui, à Pongara, vous voyez les éléphants qui se promènent sur la plage et on a des centaines de touristes qui partent là-bas chaque week-end pour voir la nature. On a 2 grands investissements maintenant, encore, un de 30 millions de dollars, un autre de 35 millions de dollars, qui vont créer deux circuits touristiques haut de gamme, 5 étoiles si vous voulez. Et donc, notre action de protéger et gérer les parcs a rassuré les investisseurs et ça les a donné la confiance maintenant de commencer un investissement dans le tourisme. C'est exactement comme au Rwanda. Il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de tourisme. Une fois que le président Kagame a stabilisé le pays, les investisseurs sont venus. Et maintenant, ils ont une industrie touristique qui met même les publicités sur les chemises de football à Londres. Donc c'est super d'avoir un exemple de Comifac, un exemple d'un pays dans notre région qu'on peut suivre. On peut envoyer des équipes là-bas. Au Rwanda, ils sont membres du Commonwealth, ils sont presque bilingues maintenant en français et anglais. Et c'est peut-être un modèle que le Gabon peut suivre pour cette question de l'écotourisme. Pour sortir, Monsieur le ministre, nous allons aborder la question internationale. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur les mécanismes de financement international ainsi que les annonces faites par les pays développés, comme les 1,5 milliards promis, et donc vous ainsi que plusieurs de vos collègues n'arrivez pas à percevoir les mécanismes de mise à disposition. Et je souhaiterais également que vous nous évoquiez votre vision sur le projet CAFI qui est également au niveau de l'Afrique centrale. On se demande quels sont les enjeux pour le financement dans le bassin de Congo. Pour être honnête, jusque-là, financement carbone, financement biodiversité, c'est plus ou moins un échec. On reçoit des miettes. Je dis ça parce que le Gabon est en train de créer des crédits carbone dans le système des Nations Unies, dans un processus qui s'appelle REDD+, la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts. C'est un mécanisme qui a été créé pour les pays qui déforestent. Mais le Gabon ne déforeste pas. Donc ça ne marche pas très bien pour nous. Sur la période 2010-2018, on va créer 90 millions de tonnes de crédit carbone. Sur cette même période, le Gabon a capté 1 milliard de tonnes de carbone. On a enlevé 1 milliard de tonnes de carbone de l'atmosphère. Nous sommes en effet le pays le plus positif en carbone au monde. On absorbe chaque année 100 millions de tonnes de CO2. Mais le monde nous dit,
Hein. Le seul moyen de valoriser ces 100 millions de tonnes, c'est à travers ce processus RED. Et si on applique les règles du RED, pour nos 100 millions de tonnes captées, on va nous donner 10 millions de tonnes de crédit. Donc pour chaque crédit carbone gabonais, le Gabon capte 10 tonnes de CO2. Logiquement, si on crée ces 90 millions de tonnes de crédit, on peut les vendre. Le prix actuel tourne autour de 12 à 15 dollars. Donc disons 15 fois 90 millions, on est à plus qu'1 milliard de dollars. Mais les partenaires commencent à nous dire « Ah, ça c'est beaucoup de tonnes de carbone, on ne savait pas que vous allez créer autant, on ne sait pas si on peut payer tout cet argent. » Et quand on voit que avec nos 100 millions de tonnes qu'on absorbe chaque année à 10 dollars la tonne, ça vaut 1 milliard de dollars, et le monde met 1,5 milliard sur 5 ans sur tout le bassin de Congo, on voit qu'il y a un déséquilibre dans ce qu'on produit et ce qui est sur la table pour l'instant. Donc, sur les prochains mois, on va finaliser la création de ces tonnes de carbone et on va commencer à mettre la pression sur le monde pour dire, OK, maintenant on a créé des crédits, on est prêt à vendre, venez. Et on va voir si le monde est prêt vraiment à financer le bassin de Congo ou non. Donc, le projet CAFI nous a aidés à préparer toutes ces données. Ils nous ont soutenus dans nos recherches dans la forêt sur les émissions, les séquestrations. Ils financent Agios qui nous fait les cartes de déforestation. Donc, CAFI, c'est peut-être mon projet préféré. De tous les projets que j'ai connus sur les derniers 35 ans, CAFI, c'est le meilleur projet parce que CAFI m'aide à faire les choses que j'ai besoin de faire pour faire avancer le Gabon. On va voir si les partenaires continuent à augmenter le budget de CAFI et jusqu'à là, chaque année, on a de plus en plus d'annonces, de plus en plus de l'argent. L'Allemagne, pendant cette conférence, ils ont ajouté encore 45 millions d'euros dans le budget de CAFI. Donc, j'espère bien qu'on va pouvoir continuer avec CAFI en partenariat, mais si on n'arrive pas à rendre effectif cette marché de carbone, je pense jamais qu'on va arriver à une masse critique qui va nous permettre de sauver la forêt africaine. Notre modèle exploite la forêt pour sauver la forêt, ça va beaucoup aider, mais on a besoin de cette marché de carbone en plus si le Gabon peut s'engager au niveau international de continuer à absorber les 100 millions de tonnes de CO2 chaque année, un tiers des émissions de la France. Merci, Excellence, Monsieur le ministre Lee White. Je rappelle que vous êtes le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Très bien, merci beaucoup.